This is the third of our public hearings. We were in Fort Simpson on Monday, we were in Fort Smith Tuesday, and here we are in Yellowknife. And tomorrow we will be in Inuvik and Tuktoyaktuk. So we are welcome to hear from anyone at the public at any time. We have also sent stakeholder engagement letters to all of the Indigenous nations and governments and organizations in this territory, and we'll be having various one-on-one meetings with them should they wish. At this point, I will ask fellow committee members to introduce themselves, beginning with MLA Cleveland, and if you have any comments, feel free. Thank you very much, Mr. Chair. My name is Caitlin Cleveland. I am the MLA for Cam Lake, and I very much look forward to listening and learning what the people of the Northwest Territories have as far as concerns and feedback for this bill and suggestions as to how we can make it better. Thank you. Thank you. I will now ask MLA Martselos to introduce yourself and any comments you wish to make. Good evening. My name is Frida Martselos. I'm the MLA for Tabacha and Deputy Chair of Government Operations. I look forward to any presentations tonight, and we'll make sure that we listen and keep an open mind when we make our recommendations to the House. Thank you, Mr. Chair. Thank you, and I apologize to everyone in the room for the technical difficulties. We just got off the plane a couple hours ago, and it seems some of our AV did not quite line up in time. With that, I will open up the floor to any public comments or questions. In regards to questions, I just want to remind everyone that we are regular MLAs. Any questions you have for the GNWT, we can take back, but I'm unable to answer them, and I can assure you the Premier has no interest in me speaking on her behalf. Very much once a bill becomes a committee bill, it is in the Legislative Assembly's hand, and it is no longer in the government's hand. So with that, I will open the floor to anyone who would like to make any comments. Please step forward to the witness table and introduce yourself for the record. Marcy Cho. It's Marcy de Sierras e Sizi Nolene Vilburns, Sizi Julia. It's Marcy de Sierras e John Nihel Yos TC. Hat at Ostensi, but ora That in Gassasi, Ja den Dias Tila. So, translation, I just spoke in my Dene dialect, and what I said was, thank you. My name is Nolene Vilburn. And I wanted to thank the committee for the report on the approach to UNDRIP for the Northwest Territories. I guess for myself as a Dene, and what I understand today, my tribal identity is Sishanot Ina. I speak the Sishanot Ina dialect, which is the Yellowknife's Copper Indians. And that is one of the I guess, issues with myself as a survivor, okay, of residential school, federal day school, 60s and 70s scoop, experimentation,
relocation. These are the policies, for example, that the government of the Northwest Territories have agreed to take responsibility for. Prendre la responsabilité. Et la responsabilité de cela, à bien des égards. Et l'une de ces responsabilités, c'est d'offrir des services. Et quels sont ces services? Il y a des services médicaux, des services en éducation, des services en logement, ainsi que la réglementation. Voilà la responsabilité du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. C'est celle que je vois. Et nous savons que en 1964, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a été fondé et c'est devenu un gouvernement public. Et l'une des choses que je comprends aujourd'hui, suite à mes recherches, suite au fait que j'ai survécu, parce que je voulais vraiment comprendre ce qui s'est passé, même s'il y a, même si aux Nations Unies, il existe un forum pour les peuples autochtones, nos communautés et notre peuple vit toujours l'impact de ce gouvernement public. Lorsque vous regardez, par exemple, la première recommandation, et vous parlez du gouvernement fédéral et que celui-ci va remplacer du langage colonial, il va remplacer les droits, il va mettre des ententes flexibles. En fait, ce que j'ai observé au fil du temps, lorsque je regarde, par exemple, la relation entre le gouvernement fédéral ainsi que celui des gouvernements des Territoires du Nord-Ouest, c'est qu'il y a un tierce parti à la table. Lorsqu'on parle ici des affaires du registre des affaires du Nord, nous regardons les conseils de bande des Premières Nations. Donc, lorsque ces conseils de bande ont été créés, cela a été fait, je devrais dire, d'une façon qui n'a pas été différente que lors de la création du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Ceux-ci ont reçu des numéros de la société et voilà qui je vois à la gouvernance. C'est comme ça que je vois, par exemple, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et ainsi que tous ceux qui se trouvent actuellement sous les registres de la société. Cela retire les pratiques traditionnelles et les croyances traditionnelles, je devrais dire aussi, de la loi d'aînés, de nos traditions, de nos pratiques, de nos croyances. Lorsque vous parlez de langue, après que le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a été créé, l'une chose que je sais, et en fait c'est un fait, c'est qu'on en parle toujours. En fait, la majorité des gens qui vivent au sein de ce territoire est plus élevée que la population civile. Par exemple, lorsqu'on dit qu'il y a 42 000 personnes qui vivent dans les territoires du Nord-Ouest, 25% d'entre eux sont des Inuits,
des Métis. Le reste, ce sont des gens qui travaillent dans le service public, des civils ainsi que leurs familles. Donc, j'ai vécu les années 1960. J'ai dû rappeler à mon oncle qui était en colère auprès du gouvernement des territoires du Nord-Ouest lorsqu'ils ont mis en place le vaccin. Ils ont retiré ses droits de chasse. Et aujourd'hui, mon fils ne peut plus chasser pour sa famille. Et si nous ne continuons pas, ou alors on ne tombe pas dans les critères d'un gouvernement des territoires du Nord-Ouest, nous ne pouvons accéder aux programmes ainsi qu'aux services. Donc, lorsque vous parlez de ce gouvernement public, lorsque celui-ci parle de l'implémentation, je suis ici pour rappeler à cette institution qu'ils sont ici depuis les années 1960. Et que le gouvernement du Canada, les provinces ainsi que les territoires ont reconnu, ils ont admis que ceux-ci ont causé des méfaits au peuple donnais, ainsi que tous les autres peuples partout au pays. Les municipalités qui ont été créées, il existe 30 communautés qui existent auprès des données. Il y a le Conseil des ordres. Ce Conseil des ordres donne, en fait, il donne au siège social de gouverner avec ce numéro de conseil. Et lorsque la communauté doit fournir, on donne du financement pour des égouts, pour de l'eau potable, pour le logement, pour l'éducation, pour la santé. En fait, l'une des questions que j'aimerais poser, comment est-ce que le gouvernement des territoires du Nord-Ouest, comment celui-ci va changer l'histoire de ce qui s'est passé avec nos gens? Sous la surveillance des territoires du Nord-Ouest, oui, sous la supervision du gouvernement fédéral aussi, je vois une institution qui n'a pas su répondre aux données. Pourquoi est-ce que je dis ça et pourquoi est-ce que je peux le dire? Eh bien, c'est parce que c'est ce que j'ai vécu, c'est ce qui s'est passé dans les sites de sépulture où l'on voit des tombes. Nos gens, les données, ont souffert de ces conséquences. Ils ont subi les lacunes des services, des programmes. Comment le gouvernement peut s'attendre à changer cela par le biais d'un document? Ils auraient plutôt dû faire la bonne chose dès le début. Et pas pour s'assurer que leur contrat répondait aux obligations, parce que c'est ce que je vois. C'est politique, c'est compensation qu'on nous accorde maintenant. C'est une question d'un contrat qui a été brisé et les dégâts qui s'en sont suivis. Juste aujourd'hui, je vois le gouvernement des territoires du Nord-Ouest qui ne répond pas à ses obligations contractuelles de prestation de services, surtout dans le domaine médical.
à un point tel, en fait, que je vois de la négligence et nous devons tenir responsable ce gouvernement parce que c'est ainsi que le système fonctionne. J'ai j'ai tenté une poursuite de 20 millions de dollars contre le gouvernement des territoires du Nord-Ouest pour son incapacité à garder les dossiers médicaux sécuritaires et sûrs. C'en est là une autre infraction. Et la semaine dernière, en fait, davantage de documents ont été publiés. Et tout cela à cause, qui viennent des données. J'ai vu des dossiers, moi, euh, à la fosse ou dans les poubelles. Alors, lorsque je vois ce genre de décisions qui sont prises sur des informations importantes, eh bien, ce n'est- c'est la même chose lorsque j'étais jeune et qu'on m'a retiré de la tutelle de mes grands-parents, qu'on m'a mis dans des pensionnats, dans des foyers, lorsqu'on m'a mis en adoption à l'âge de 14 ans. C'est ce gouvernement, les employés qui ont été embauchés, eh bien, pensaient mieux savoir, mieux connaître que mes grands-parents. J'ai survécu à ce système. Mais votre gouvernement ici ne veut pas reconnaître ce qui a été fait, même jusqu'à ce jour. Vous laissez le pardon, le soin de s'excuser au gouvernement fédéral. Mais en fait, tous ces programmes et services ont été, ont été donnés au gouvernement des territoires du Nord-Ouest parce qu'il y a justement ce problème, cette responsabilité qui lui incombe. Et bon, parce qu'on arrive à la législature ici, vous êtes lié à des lois, des règlements. Je ne vois pas en quoi cette constitution que vous voulez créer, eh bien, lorsque cette constitution est écrite en anglais, moi, je l'ai présentée à l'Assemblée nationale donnée sur la constitution sous le Code Morin. J'ai dû rappeler aux gens, des consultants, des gens embauchés, des avocats, que avant l'existence de la Constitution canadienne, il y avait une constitution donnée et qui s'appelle Kenichonmi. Kenichonmi, c'est le chemin vers une bonne vie. C'était pas comme si nous n'avions aucun droit, aucune loi. Elles existaient. Ma première langue n'était pas l'anglais. On m'a enseigné, mes grands-parents m'ont enseigné à parler ma langue. Ils m'ont enseigné son histoire, mes racines. Le gouvernement des territoires du Nord-Ouest et les cours de justice retirent les peuples donnés qui sont enracinés depuis des générations et les assujettissent à la loi municipale, aux lois auxquelles ils n'ont rien à voir. Alors, je n'ai pas la confiance que le gouvernement fasse un bon travail dans l'avenir. Mon fils m'a dit l'autre jour, maman, je ne vois pas d'avenir, pas de la façon dont ces gouvernements fonctionnent, puisqu'ils ne travaillent pas pour le peuple, mais pour leur contrat. Ils ne font que travailler pour leur contrat. Et c'est vrai, sans ces contrats,
la moitié de ces institutions ne pourraient exister. Ces entreprises ne peuvent s'établir. Mais je comprends aussi que on parle bon, des Nations Unies, les données parce que nous sommes signataires, non pas des traités modernes, mais parce que cela nous a été accordé et reconnu même par la reine Victoria. C'est supposément le roi Charles, l'arrière-grand-mère, oui, du roi Charles. C'est une négociation qui a été envoyée. Elle dit que si les Blancs vous rassemblent, eh bien, allez devant la cour. Ils vont être, ils vont être mis en accusation parce que c'est une négociation pour les Blancs, ceux qui sont venus ici pour le traité. Ça n'a pas été cédé. Mais lorsque je vois ce mot moderne, eh bien, ça a été cédé au gouvernement public et cela inclut le gouvernement des territoires du Nord-Ouest parce que vous avez reçu des millions de dollars d'Ottawa. Cet argent est aussi pour administrer, créer vos gouvernements publics. Par conséquent, les civils ont des règles, ont des lois afin de contrôler un tout. Ce n'était pas à imposer aux données sous la loi internationale. Selon la loi internationale, les données existaient déjà sous leur propre système de loi. Pendant des années, j'ai amené des documents dans les auditions de comité. J'ai amené aussi mes négociations de la reine dans le comité de la trésorerie et il y a 13 ans, j'ai dit qu'il y a trahison qui a été commise et je pèse mes mots parce que je suis une survivante. Mon oncle est décédé l'année dernière durant la pandémie, durant la COVID. Il est décédé seul. Personne ne pouvait le voir, le toucher. On sait aujourd'hui que ce n'était pour rien. Ces provinces et territoires ont simplement été assujettis à tout cela. Je négocie donc d'avoir un comité présent parce que la majorité des morts dans ces communautés, des hommes d'aînés, mais ce sont des aînés, justement. Dans mon arbre généalogique, du côté de mon père, il n'y reste que 2 en vie, moi, mon cousin John, alors que le reste devrait être encore en vie. Et ils sont morts de négligence. Ce système est censé nous aider parce que cela, et c'est écrit ici, je le tiens d'un extrait du gouvernement des territoires du Nord-Ouest, sur leur site web. Que des infractions pour le ministre Hogan Trust sur le territoire qui inclut leur territoire, les animaux, les personnes, la spiritualité. Ces règlements sont créés et créent des difficultés pour les gens de la Terre qui sont retirés de leur territoire parce que ma famille en faisait partie. Nous savons aujourd'hui que le gouvernement a admis tout cela. Nous savons aussi que le droit international énonce clairement
que pour l'exploration et l'extraction, s'il y a des gens qui habitent la Terre, il y a des gens donnés, des gens qui habitent la Terre, il faut demander la permission. Jusque dans les années 80, en fait. On ne nous a jamais demandé la permission. Le gouvernement l'a fait en notre nom parce que nous sommes en tutelle, si on veut. Les gouvernements publics et les gouvernements provinciaux, territoriaux, fédéraux, s'ils sont nos gardiens, eh bien, ils ne répondent pas à leurs obligations. Si c'est basé sur le contrat, eh bien, tant que le gouvernement des territoires du Nord-Ouest laisse de côté ses responsabilités ou relègue ses responsabilités qui sont liées à nos animaux, notre territoire, notre eau, le peuple. Lorsqu'on voit la loi, le mot est dérivé de l'eau, la terre, l'air. C'est basé sur la coexistence avec les animaux, avec la terre. Ces gouvernements créent le génocide culturel sur les peuples qui, par le biais des clauses de là, c'est d'une loi, LOI, ces lois qui sont mises en application sans égard à la vie humaine. Ces lois sont créées comme si nos terres sont faites comme si ils étaient des amiraux, oui, que nous étions sous l'eau, en fait. Et ces lois qui s'appliquent à nous, qui font obstacle à mes pratiques, à ma vie selon la loi d'aîné. Ça inclut notre droit de chasser, de cueillir, et de ne pas avoir des droits sur la faune qui sont mis en application contre le peuple. Lorsqu'on regarde les négociations de la reine, eh bien, ça le dit. Si vous voulez, si vous voyez un animal, vous pouvez suivre ses traces partout dans le pays. Alors, qu'est-ce qui arrive? Qui a changé ces règles? Mais ces règles n'étaient pas censées nous gouverner, nous contrôler, de mener à la mort. Lorsque je vois ces communautés, ces réserves, eh bien, nous sommes tenus comme prisonniers. Les Nations unies ont entendu nos histoires avec le temps. Il reste un fait, que les peuples souverains entendent encore, c'est que nous ne sommes pas des Autochtones, nous ne sommes pas les premiers peuples des Premières Nations. Nous sommes des Diné. Diné veut dire peuple, des peuples de ce territoire. Mais au sein de ce territoire, nous avons une identité. C'est ce que le gouvernement public, a retiré. Par conséquent, lorsqu'on enlève notre langue, nos enfants, mais vous me retirez aussi. Je ne peux pas faire une demande de pension pour la vieillesse, de rente pour la vieillesse, c'est à quel point ce système est daté, désuet. J'espère que vous comprenez à quel point les peuples essaient d'avoir accès à des programmes et services et ne sont pas en mesure d'y arriver. Nous avons parlé à un aîné ce matin qui était en pleurs. Elle a dit, je ne peux pas avoir un rendez-vous chez le médecin. Je ne peux même pas me rendre à l'urgence. On m'a dit de quitter.
ne vais pas dire vous, les gars, là. Je veux dire, comment le gouvernement des territoires du Nord-Ouest compte changer ses comportements, ses actions, ses décisions? Vous parlez d'entente moderne. Eh bien, il n'y en a aucune parce que ces ententes, partout le long de la Mackenzie, sont cédées. Lorsque les Clicquot ont fait une signature, bien, la première chose qui a été faite dans les réserves dans le sud, c'est qu'ils n'acceptent pas les cartes des choses civiles. Ils ont fait la même chose avec les Delaney. Parce que ces ententes sont cédées. Tous les droits après avoir présumément avoir été négociés. Lorsque Fort Smith Salt River a manié le sien, mais moi j'ai levé ma main, j'ai voté contre. Je crois fermement qu'on ne peut pas céder notre territoire, le donner. La seule façon que ces terres sont vendues est par le biais de concessions, des bails fonciers, que les gouvernements n'ont aucun accès, n'ont aucune approbation. On se dit, comment ont-ils eu la permission? Comment peuvent-ils simplement le faire? Et on sait de nombreuses choses qui se sont déroulées, qui ont été faites par la force, par la GRC dans le passé. C'est dans les archives. J'ai fait mes recherches. Et j'utilise la GRC. Ici, là. Ce que je crois, sans croire, je crois le plus dans ce processus, c'est la loi Déné. Il y a des tribus dans le Sud qui ont pris une position, que le chef en conseil n'a pas le même pouvoir ni la même autorité de céder, de rendre des terres signataires. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le système de chef en conseil est seulement un bras administratif des affaires du Nord et des affaires autochtones. Et livre des programmes et services à un frais de 50 Ils ne peuvent changer les règles. Elles sont gouvernées avec le Code Morin à partir d'Ottawa. Si on se questionne pourquoi nos peuples, pourquoi nos peuples sont en ruine, pourquoi ils vivent en conditions de tierces pays en pauvres conditions, eh bien, alors qu'on est dans des territoires les plus riches dans le monde, si on n'est que 42 000 personnes, pourquoi est-ce qu'on n'habiterait même pas un petit coin d'Edmonton qu'on pourrait occuper à ce nombre? 15 000 sont venus ici afin de donner des programmes de services pour extraire des ressources. Lorsqu'on crée ce genre de groupe, eh bien, nous n'avons aucune voix au chef en conseil. Fort Smith a une histoire. Chacune de ce qu'on appelle les bandes dans ce territoire, ont des enjeux avec leur chef en conseil. Leur attitude est qu'ils peuvent nous dire comment vivre. Comment peuvent-ils y arriver si on permet à des programmes et services? Mon, euh,
Mon fils a élevé 3 enfants dans le bois. On a une cabane. On ne peut pas avoir accès même à une réparation de notre logement. Donc cet hiver, peut-être qu'ils vont avoir des conditions mais difficiles. Ils doivent faire importer de l'eau. Il n'y a pas d'eau potable. On a appelé le bureau de la bande et si on ne vote pas pour la bonne personne, on n'aura pas d'aide. Si on m'a viré de mon emploi parce que j'ai émis des recommandations à une consultation publique pour le barrage de Tall River. Et le président du comité a dit, est-ce que quelqu'un aimerait faire des recommandations? Et moi, j'aimerais aussi faire des recommandations pour améliorer les vies des personnes et améliorer le processus. Mais qu'est-ce que j'ai vu? Je vois de la discrimination, de la ségrégation, du racisme. Parce que mon opinion diffère. Je ne veux pas que suivre le reste, la meute. Je ne me suis pas conformé lorsque les territoires du Nord-Ouest, eh bien, lorsqu'on nous a demandé de se tenir en rang, eh bien, j'ai pas oublié. Maintenant, on découvre que, en fait, nous avons été une expérience. Le gouvernement le savait. J'ai donc aucune foi en ce système public, en tout système public. Les règles du système public et ce qui est délétère au peuple, aux gens, si on a besoin de logement. Et ça, c'est un enjeu. Les Nations unies, justement, on parle de logement pour les peuples autochtones. Je pense que si on enlève les contrats des gouvernements publics et qu'on commence à envoyer ces fonds aux bandes, aux tribus elles-mêmes, bien, je pense qu'on s'en tirerait beaucoup mieux. Par conséquent, je ne vois pas comment ce gouvernement pourrait nous aider plus. Je vois simplement une érosion de nos droits, très clairement. Par conséquent, n'importe qui dans le monde, s'ils répondent aux règles du gouvernement des territoires du Nord-Ouest, elles peuvent s'assurer continuellement que les règles, la loi des Indiens s'appliquent sur nous de façon continuelle. Et ce gouvernement le met en vigueur, le met en application. Donc, lorsque je fais ces revendications, mais je me plains du gouvernement des TNO qui nous ont mis dans cet état génocidaire. Il reste tout de même des milliards de dollars à extraire des territoires du Nord-Ouest. Il n'y a qu'un seul bureau des ressources qui s'appelle le développement des ressources autochtones. Aucune autre ville a ça, mais c'est à cause de ce qui ressort des territoires. Vous voyez comment l'industrie peut-elle y avoir accès? C'est ce que les aînés mentionnent. Mais c'est un processus, une demande de permis, que l'on évoque nos critiques ou non, peu importe, le projet va toujours être approuvé. Ceux qui devraient en recevoir les bénéfices, eh bien, cela ne se matérialise pas parce que c'est une question sélective. Par exemple, la bande de Yellowknife créée en 1984 ne sont pas une vraie bande signataire, mais le gouvernement les permet, c'est correct, ils vont rester sur le territoire. Ils font une demande des territoires du Nord-Ouest de
de enlever nos peuples, notre peuple. Est-ce que c'est juste? Non. J'entretiens pas d'espoir que les choses vont changer. Peut-être sur papier, peut-être dans les mots. Dans les actions, par contre, non. À un tel point que en 2014, lorsque la convention a été signée, bien, j'ai signé une obligation de 16 billions de dollars pour n'importe qui était d'accord, parce que le silence, c'est une approbation. Et moi, je ne reste pas silencieuse. J'ai une responsabilité. Je suis maintenant une arrière-grand-mère. J'ai 3 petites filles. Mon mari est un homme bien. Il paie ses impôts parce qu'il dit je dois les payer. Je ne vais pas payer d'impôts à Yellowknife. Mais il m'ignore, bien sûr. Et je ne m'attends pas. Je ne m'attends à rien d'autre de ce comité que de simplement m'entendre. Je ne veux pas avoir de commentaires autres que qu'est-ce qu'on peut faire? Comment aider? J'ai été dans des postes leaders. J'ai réussi à sortir de renverser un déficit de nation donnée. Par le biais de par le biais de détournement de fonds, oui, on sait qu'il y a une histoire de corruption avec le gouvernement, donc je ne vois pas à quel point ce gouvernement, en fait, peut être digne de confiance parce que tout ce qui a à voir avec les contrats, avec les ressources, bien, il reste un document, en fait, que j'aimerais lire rapidement avant de conclure. J'ai lu ça sur la colline parlementaire à Ottawa en septembre. En fait, j'ai marché de Thunder Bay jusqu'à Ottawa pour me rendre sur la colline parlementaire. J'ai marché pour la justice pour les peuples, les premiers peuples. Et lorsque j'ai terminé cette marche, eh bien, j'ai tellement été inspiré par des personnes. J'ai été inspiré par des personnes de cette nation qui m'ont encouragé. Ils m'ont dit que ce que je m'apprête à lire doit être dit. Qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu quelque chose de très important parce que ça a à voir avec les droits internationaux des Nations unies. Et le fait que ce gouvernement soutient Charles Windsor comme le nouveau roi. Vous savez, lorsque quelqu'un décède, quand on signe un contrat, le contrat tombe. Et pour nous, pour tous ceux qui vivent dans les tribus partout dans cette nation, on ne voit pas Charles comme étant notre roi. Parce que ce pays n'est pas un État. Et l'entente avec la reine, ce n'est pas de créer un gouvernement, ce n'est pas de créer des alliances économiques. Donc, voilà ce que j'ai lu.
L'entente avec la reine Victoria en 1835 et son héritier, le roi Charles III, et que l'on sache dès aujourd'hui que le gouvernement canadien, la corporation 0002398, actuellement le gouvernement fédéral du Canada, ainsi que tous les ministères, ainsi que ses agences, les agents affiliés avec les peuples souverains ne sont pas valides. L'entente pour l'entente souveraine avec nos peuples a échoué entre les gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux, incluant l'administration de la loi sur les Indiens et tous les systèmes affiliés. Un facteur qui a mené à notre peuple dans un stade génocidaire qui est inacceptable et qui les a mis dans des conditions de vie inacceptables. Aucun des peuples signataires n'ont cédé leur territoire à la reine Victoria sous l'entente de 1835. Donc, nos ancêtres n'auraient jamais laissé les terres pour que les générations futures ne puissent pas profiter des terres, des ressources. Ils ont détruit la terre, l'eau, et nous savons aujourd'hui, suite à la tradition orale et écrite, donc toutes les lois, les législations, les statuts qui contiennent nos noms pour obtenir nos ressources ne sont pas applicables pour nos peuples sous la règle de droit international, sans oublier l'autorité du grand esprit ainsi que nos grands-mères et nos ancêtres. Les pouvoirs souverains sont des vrais pouvoirs et les autorités qui ont été reconnues par le passé. Et nous n'avons jamais cédé à un gouvernement public. Donc, toutes les terres, eaux, animaux qui sont inclus appartiennent et doivent être retournés aux gouvernements tribaux ou tous les gouvernements qui existent actuellement. Donc, dès aujourd'hui, le gouvernement du Canada enregistré auprès du gouvernement des États-Unis, le Justin Trudeau comme premier ministre du Canada, le Conseil privé, les politiques provinces du Canada ne peuvent émettre des décisions quant à la destinée des peuples tribaux suite au droit international. Donc, le gouvernement des affaires du Nordique du Canada n'ont pas l'autorité de céder des terres souveraines parce qu'ils n'ont pas le signataire international. Ces sociétés sont seulement administrées par le gouvernement fédéral et ils sont en fait un conflit d'intérêts. Donc, je vous dis que toutes les positions et les actions auxquelles vous êtes responsables, et nous citons ici la trahison, les génocides, ainsi que le droit numéro 3 du tribunal de Nuremberg, donc, vous devez vous gouverner selon cela. Il y a une lettre qui sera envoyée, notifiée, et parce que ce gouvernement a commis un génocide suite à l'entente avec la reine Victoria en 1835. Donc, j'ai appris avec le système légal parce que je connais les contrats et les lois que lorsqu'il y a un échec dans un processus, d'un contrat, d'un service, et celui-ci n'est pas valide. Je sais que c'est beaucoup à prendre, mais toute ma vie, j'ai vécu cela. Donc, je peux vraiment en parler, n'est-ce pas? J'ai 68 ans. Donc, et j'ai survécu. J'ai survécu pour être témoin et j'ai une responsabilité. Pourquoi? Parce que je représente mes grands-parents ainsi que mes ancêtres, ceux qui sont maintenant dans le monde des esprits. J'ai une responsabilité
Je suis allé au chevet de bien des gens. J'ai donné ma parole à un membre de la famille qui était sur le point de mourir, ou alors des amis. Je leur ai dit que jamais je n'allais abandonner, que j'allais toujours parler de la vérité, que j'allais m'assurer que la vérité sera toujours entendue. Donc, je suis très émotive actuellement. Nous sommes dans une période émotive. Nous perdons nos gens, ceux qui ont été vaccinés, et je n'ai pas peur de le dire. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur de ceux qui travaillent auprès du gouvernement. Je vous remercie. Et si vous avez des questions, ou alors vous voulez des copies de ces documents, je peux vous donner des copies. Merci. Nous allons apprécier avoir des copies. Et nous comprenons l'échec du gouvernement des territoires du Nord-Ouest à offrir des services et à faire de ce travail. C'est un thème que nous avons déjà entendu dans toutes nos consultations publiques. Je vais demander aux membres du comité si vous avez des questions. On m'a dit qu'il n'y a pas de questions. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour votre présentation. Oui, 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 c'est entendu sur YouTube, en ligne. Ça fera partie du procès verbal. Merci. Je vais maintenant ouvrir le parquet à quelqu'un d'autre qui voudrait émettre une présentation. Y a-t-il des questions, des commentaires? Bonjour. Merci. Je m'appelle Marie. Je travaille pour CDKV Radio. J'ai la première question ici. Pourquoi nous avons besoin du UNDRIP quand nous avons déjà la Déclaration des droits de l'homme de 1941? Je comprends que vous ne pouvez pas y répondre parce que la première ministre n'est pas présente, mais je m'attends à un suivi. Merci. Beaucoup de gens sont inquiets à propos de l'article 46, section 1. Celle-ci peut être lue de deux façons. Et la plupart des nids sentent que cela pourrait se tourner contre eux. Donc, comment allez-vous rassurer les gens? Ma troisième question sera sur l'éventualité que nous ne sommes pas satisfaits avec la Déclaration des Nations unies. Même selon le protocole de l'entente, même si notre peuple les a signés et que celui-ci va toujours être adopté, mais comment pouvons-nous l'amender et combien de temps ça va prendre? Pour l'instant, c'est toutes les questions que j'avais. Merci. Merci. Donc, nous allons prendre ça en note et nous allons vous revenir avec des questions ultérieurement. Y a-t-il d'autres questions, commentaires? Y a-t-il des questions de la part des membres du comité? Donc, cela conclut le projet de loi 85 sur la Déclaration des Nations unies sur les droits du peuple autochtone. Merci. Député Cleveland.